Hey, 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 on est live! Je précise tout de suite que je parle pas du tout pour mon institution ni pour qui que ce soit. Je parle en mon nom propre en fait et je suis le porte-parole d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid et parfois même le collectif aurait des positions qui sont pas exactement les miennes. Donc on peut avoir plusieurs casquettes quoi, mais en tout cas je parle pas pour mon institution, ça c'est clair et net. Je tiens à garder mon emploi. Et donc Louis Fouché, il est de l'emblématique ville qui résiste au Conseil scientifique parisien, à savoir allez l'OM, c'est ça? Marseille. Ouais, je suis de Marseille. Merci. Donc Réinfo Covid, c'est un peu plus ancien, n'est-ce pas? Ça a commencé à peu près en même temps. En fait, ça a commencé en août. Ça a commencé par un appel au sein de l'assistance publique. Puis rapidement, c'est devenu plus large en fait, et ça a répondu aussi à plusieurs tribunes d'un sociologue d'Aix-Marseille qui est chercheur en sociologie, qui s'appelle Laurent Muchieli, et qui a dit il faut arrêter de gouverner par la peur et il faut arrêter de contraindre les gens et de leur faire porter tout le poids de cette maladie sur le dos parce que on est en train de faire beaucoup de mal à la société en fait. Et peut-être qu'on répond un peu à côté de la question quoi en faisant ça. Et donc là, ça a réuni des chercheurs, des médecins, et puis très rapidement, on s'est dit on a besoin de beauté aussi, et de joie, de légèreté quoi dans ce moment-là. Donc on a des humoristes, des artistes qui nous ont rejoints, des citoyens. C'est plutôt hyper bien, ça nous donne des regards un peu dans tous les champs de la société, et ça nous permet de pas rester bloqué avec un tout petit microscope qui regarderait que l'épidémie. Et donc moi, ça m'a fait rencontrer en 3 mois plus de personnes que dans toute ma vie. Bien justement, parlons-en. Ces 3 mois qui viennent de passer, où on est finalement passé d'une situation où on ne savait rien sur cette maladie, disons, ou cette crise sanitaire, et aujourd'hui, on a plutôt des réponses pour certains qui sont claires, et pour d'autres, on est encore dans le flou. La deuxième épidémie, effectivement, ça dépend de quel indicateur vous prenez, mais finalement, dans le cours d'une épidémie, ce qui baisse en premier, c'est les demandes de tests. Et après les demandes de tests, c'est les tests positifs. Et eux, ils sont vraiment en train de s'effondrer, clairement, sur toute la France, quoi. Il y en a de moins en moins de positifs, donc on peut plus annoncer qu'il y a 40 000 nouveaux cas ou nouveaux contaminés, etc. J'avais déjà fait des bémols là-dessus, c'est 40 000 nouveaux tests positifs à SARS-CoV-2, quoi. Et là-dedans, l'infinie majorité va bien et bénin, et donc c'est une toute petite proportion des gens qui vont en réanimation. Et effectivement, il y a une inertie, c'est-à-dire que les gens qui sont en réanimation et les décès encore plus, ça va être retardé en fait. Donc actuellement, on est en train, au niveau national, d'avoir atteint le zéro en fait sur les réanimations. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de se remplir, on n'est plus en train de se vider non plus. C'est à l'équilibre en fait entre la vidange et le remplissage. Puis on va commencer à se remplir probablement dans les jours ou ou la semaine qui vient. Donc on amorce une détente, mais on est au plus haut. C'est-à-dire que nous, en réanimation, on est au sommet, quoi. On n'a jamais eu autant de patients sur la deuxième épidémie que maintenant. Et si on prend les enfants, parce qu'on en parlera peut-être sur le masque sur les enfants, sur l'ensemble des deux épidémies, sur 7 millions de jeunes de moins de 15 ans, vous savez combien il y a eu de morts? 3 morts sur 7 millions, dont 2 avaient des comorbidités avérées dans leur dossier extrêmement lourdes. Et le troisième, on ne sait pas. Donc, c'est pas une maladie qui frappe les jeunes ni les enfants. Donc, on peut pas mettre des masques aux enfants au motif qu'ils seraient malades. C'est pas vrai. Peut-être sur d'autres motifs, on peut discuter, mais sur ce motif-là, c'est pas vrai. Waouh. On est pris dans une logique néolibérale, mondialiste. C'est comme ça, en fait. Depuis plus de 20 ans, effectivement, le programme, c'est de nous transformer progressivement en Américains, en fait. Sauf que la France n'est pas structurée comme ça au départ. La France est structurée plutôt sur des services publics, sur des grandes entreprises publiques. C'est une république sociale au départ, qui essaye de faire le grand écart entre la liberté et le social de l'autre côté, quoi, la fraternité et la liberté. Et c'est un truc assez spécifique et plutôt admirable en fait de notre système. Sauf qu'on a décidé, de manière complètement volontaire, de détruire progressivement ce truc-là par la dette. Et la dette nous a fait une espèce de clé de bras dans le dos qui fait que progressivement, en fait, t'es obligé de lâcher tes services publics. On t'explique que ça coûte trop cher. T'es obligé de lâcher tes gendarmeries, tes pompiers, ton hôpital, etc. au motif de la dette. Et donc, tu vas suivre les directives européennes qui sont elles-mêmes les directives de la Commission européenne, qui elles-mêmes ne sont que les directives, en gros, de multinationales, quoi, et de banquiers. Donc ça va pas, en fait. Très profondément, ça va pas. Et il y a un moment, ce truc-là va craquer. Parce que il est en train de créer un système de santé où soit t'es riche, et bah tant mieux pour ça, soit t'es pauvre, et bah tant pis pour ta gueule. Et ça va pas. Donc vraiment la destruction de l'hôpital public, elle est programmée, quoi. Elle est absolument volontaire. Vraiment, moi je pense qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense que de manière volontaire, effectivement, on instrumentalise la crise du Covid
pour d'autres raisons. Et ces autres raisons, elles voient leur jour actuellement, en fait, quand vous voyez passer effectivement certaines lois ou décrets qui passent dans des tempos qui sont pas normalement le tempo démocratique. Vous m'entendez? Ouais. J'ai un retour son. Par exemple, vous avez la loi de bioéthique qui est passée à 40 députés la nuit, tard. Ou alors vous avez la loi sur la réforme des retraites qui est en train d'être reproposée, en fait, qui avait été très discutée, vous vous souvenez à l'époque, hein, qui consiste à confier vos retraites à BlackRock, globalement. Vous allez peut-être avoir une loi de programmation sur le financement justement de l'hôpital et puis du système de santé, qui risque encore une fois d'être de plus en plus confié à des mutuelles, etc. Et donc je pense qu'effectivement, il y a un prétexte qui est pris par cette crise pour aller faire passer un agenda politique ou un agenda idéologique. Et donc moi, j'ai la sensation qu'effectivement, à la fois dans le muselage de l'opinion par la propagande dominante, c'est-à-dire la propagande mainstream, elle est dans un seul sens en fait. Hein. Vous lisez, on vous explique qu'en gros c'est très grave, on va tous mourir, le gouvernement est dépassé, la science est dépassée, on a cassé notre outil à dire la vérité, et vous ne vous en sortirez que par un vaccin. Et donc il y a une espèce de concaténation hypnotique comme ça, où on vous a dit des choses où vous dites ouais ok je suis d'accord avec ça, et puis en dernier on vous dit bah de toute manière vous vous choperez le vaccin. Et donc il y a des conflits d'intérêts à tous les étages. Conflit d'intérêt sur le remdesivir, conflit d'intérêt sur le vaccin, et ça n'a pas été signalé par moi. C'est un rapport sénatorial sur H1N1 qu'il faut lire, qui est très intéressant. Moi, ça fait un peu 140 pages, hein, donc faut se le taper. Mais en gros, ils expliquent déjà que pour H1N1, on a un problème de conflit d'intérêt. Il y a trop d'argent dans le système, quoi. Et donc, en gros, c'est les firmes vaccinales qui décident de la politique sanitaire que vous allez mener. Donc, moi, j'ai vraiment cette sensation-là, effectivement. Moi, ça me choque énormément, en fait. Dans le droit des malades, il y a l'idée que vous pouvez refuser un traitement, en fait. Vous pouvez refuser une chimio, quitte même à en mourir, en fait. Et donc, ça fait partie des droits inaliénables, normalement, du malade, d'avoir un consentement libre et éclairé. C'est l'article L-4 du Code de la santé publique. Quiconque a le droit de refuser un traitement. Et mon droit, Sam, c'est ça? Donc c'est extrêmement choquant d'avoir un vaccin obligatoire. La deuxième chose, c'est que le virus est un virus à ARN, et donc si vous connaissez un vaccin qui marche bien dans un virus à ARN, vous allez m'en parler, mais il y en a pas. Pourquoi? Parce que les virus à ARN mutent pas mal, et ce virus-là, il mute encore plus. On est au 4e variant, on a même un 5e variant déjà à Marseille en l'espace de 6 mois, et c'est-à-dire que c'est une illusion de penser que avec la souche vaccinale d'il y a 3 mois, vous allez réussir à vous vacciner maintenant. L'autre chose, c'est le rapport coût-efficacité, quoi. Vous êtes sur une maladie qui finalement est pas très grave, quoi. En termes de mortalité, vous savez qu'on est à 0,05%, quoi. Donc il y a 99,95% des gens qui survivent. C'est de la folie, quoi. Vous voulez vacciner 7 milliards de gens. Pareil, les enfants, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a mis un commentaire. Non, les enfants sont pas réservoirs, sont pas transmetteurs. Hein. Sur toutes les cohortes qu'il y a eu, les enfants transmettent pas la maladie aux adultes et se transmettent pas la maladie entre eux. Ils transmettent, ils peuvent éventuellement recevoir la maladie d'adultes, mais ils se transmettent pas la maladie d'un à l'autre. Ça, il y a la cohorte de Creil qui le montre bien, où il y a 0 cas contact, enfin dans les cas contacts, il y a 0 cas contaminés par des enfants. Donc toute la narration consiste à vous dire les enfants, il faut leur mettre un masque pour protéger les personnes âgées. C'est une arnaque en fait. C'est un truc pour vous faire peur et vous culpabiliser en permanence. Oui, moi je suis entièrement d'accord pour cette idée de débattre, mais aussi de tenir le rapport de force, hein, c'est-à-dire on n'est pas d'accord, et donc il y a un moment il va falloir que ça fasse germer soit un truc un peu conflictuel, soit au contraire soit qu'on arrive à discuter. Mais je pense que sur le fond, on aspire tous à ce que les gens aillent bien et à être dans la paix. Et probablement même on aspire à être dans la liberté, à pas être dans une espèce de dystopie de science-fiction où on nous mettrait des vaccins tous les 2 mois financés avec nos sous qui nous rendent malades, le tout au motif qu'il faudrait pas surcharger les réanimations. Ça me semble une drôle de narration. En tout cas, on devrait peut-être s'en défendre parce que ce vers quoi ça nous emmène, c'est pas un avenir très très souhaitable. Et donc on peut peut-être inventer des voies alternatives à ça, à cette espèce de transhumanisme dictatorial qui arrive. Je pense qu'il faut... Bill Gates est accusé par la Cour suprême en Inde, c'est vrai, quoi. Moi aussi, j'ai vu passer les comptes rendus d'accusation. Hein. Donc, effectivement, on a un problème, c'est que dans le corps médical, la vaccination, c'est quasiment un dogme, c'est quasiment une religion.
Et ça, c'est un problème parce que ça voudrait dire tous les vaccins, c'est génial, il faudrait toujours être à fond pour les vaccins. Mais non, enfin, faut juste réfléchir, quoi. Faut pas penser qu'un vaccin, c'est toujours bien ou que c'est toujours mal. Ça dépend, en fait. Ça dépend comment c'est fait. La réalité, c'est qu'on a un problème que le système est vérolé de manière interstitielle un peu partout. Et donc, il y a un problème avec la vaccination en général, et ça, il faut en parler aux gens, parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. Par exemple, le problème que les effets secondaires des vaccins ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. La loi fait que les firmes vaccinales sont exonérées, globalement, de rembourser les effets secondaires. Et donc, c'est vous et moi, sur un fonds national, qui devons payer pour les effets secondaires. Mais ça a quoi comme impact? Ça a un impact que quand vous êtes quelqu'un qui développe un vaccin, vous êtes un irresponsable. Vous allez le faire de manière irresponsable. De toute manière, vous payez pas les pots cassés, donc vous n'avez bien rien à foutre de si c'est toxique. Donc ça va pas. Ça va pas au niveau systémique parce que ça structure une espèce de corruption de base, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles, au niveau de la loi, on doit revenir. La deuxième chose, au niveau systémique, c'est et ça, c'est le rapport sénatorial, il faut aller le voir sur H1N1, c'est de souligner à quel point il y a des enjeux d'argent. Quand vous avez une manne qui tombe comme si vous tiriez la roulette le bandit manchot et qu'il y a plein de pièces qui tombent à chaque fois que vous dites le mot vaccination, bah, ça va vous pousser à vacciner tout le monde, tout le temps et pour tout. Et donc ça, on a un problème de corruption systémique de ce côté-là. Donc ça me semble complètement illusoire en fait de faire un vaccin. Je pense c'est pas vrai, quoi. D'autant qu'on sent que se concatène autre chose avec ça. Concaténer, c'est-à-dire se met ensemble avec ça autre chose. C'est vous avez entendu peut-être Christophe Barbier, etc., commencer à dire qu'on mettrait des gens dans des camps ou je sais pas quoi si jamais ils étaient pas d'accord ou qu'en tout cas ils auraient pas accès à tel ou tel service social et tout. Enfin, moi je trouve ça hyper choquant, quoi. C'est-à-dire qu'on met en place une espèce de crédit social à la chinoise sur la problématique vaccinale. C'est une espèce de clé de bras dans le dos des citoyens qui nient complètement leur consentement éclairé, libre et éclairé. Enfin, pour moi ça va pas. Ça veut dire qu'on met en place une tyrannie au motif sanitaire et c'est un dérapage paranoïaque pour moi. Et donc ça, il faut pas le faire. Si on veut arrêter tout de suite le délire, en fait, on peut l'arrêter tout de suite. Le confinement s'arrête, les masques dans la rue s'arrêtent, les gens reprennent leur activité professionnelle, et vous allez voir qu'en fait, il y a des stratégies alternatives dont on a déjà débattu un peu avant, mais qu'on peut mettre en place, qui n'est pas une stratégie vaccinale. Là, on fait comme si finalement on pouvait rien faire d'autre que le vaccin. Mais il y a plein d'autres choses à faire. On peut être hyper créatif, je vous assure. Et puis il y a aussi le fait d'accepter à un moment ou à un autre qu'il y a ce virus avec nous, que c'est de l'information qui nous traverse, qu'on fait notre thermostat immunitaire par rapport à lui, que finalement une bonne partie de l'immunité collective va y faire. C'est l'exemple de la Suède, du Danemark, des pays nordiques, etc., où ça va plutôt bien. Regardez. Oui, les chiffres en Suède, ils sont pas très bons quand même. Les quoi, les chiffres en Suède. Les Suédois, ils regrettent, les scientifiques. Non, ils regrettent pas. Va voir Euromomo, là, je l'ai mis dans les liens sur le côté, sur leur surmortalité. Ils ont pas ça va bien, Ils sont dehors. Je crois pas qu'ils regrettent, quand ils regardent notre vie actuellement, à avoir peur les uns des autres, et voilà. Mais je peux pas parler pour la Suède, loin de là, mais juste aller voir les chiffres, aller voir ce qui se passe dans les rues en Suède, vous allez voir que ils sont 10 fois plus heureux que nous. Alors par contre, ils ont déjà accepté le puçage, c'est-à-dire qu'ils ont déjà des puces RFID ou des choses comme ça. Donc ça, par contre, moi je pense qu'il faut vraiment dire non à ça. Si on met le vaccin, en plus, vous entendez parler de ces histoires, en fait, moi j'en ai entendu parler, donc vous aussi, je pense, où on met soit une nanoparticule, soit une puce RFID ou quelque chose dedans pour vous tracer, savoir si vraiment vous êtes vacciné ou pas. Et en fait, voilà, faut dire non tout de suite, quoi. Donc, comprenez, Arnaud vous a dit, c'est pas le moment d'en parler, laissons le truc de se développer, etc. Mais si vous voulez arrêter un délire collectif autour de la vaccination et d'une espèce de crédit social à la chinoise, au contraire, faut en parler maintenant. Faut en parler maintenant et mettre le holà maintenant. Parce que c'est un peu le problème dans le déferlement totalitaire en général. C'est-à-dire que dans les salons à Vienne en 1930, alors vous allez me dire c'est le point Goldwyn, je sais pas quoi là, mais souvent les gens ils discutaient quand on leur disait il va se passer des trucs un peu dark et tout ça, ils disaient mais non, reviens, prends une coupe de champagne, reviens danser. Et celui qui disait il va se passer un truc un peu dark, il était pas trop cru, quoi. Là où je rejoins Arnaud, j'aurais bien aimé qu'il soit là, c'est que je suis d'accord sur l'idée de la peur. C'est-à-dire si c'est remplacer la peur du virus par la peur d'une tyrannie, c'est pas très bon, ça vous fait pas du bien. Et qu'en fait, plutôt que d'être dans la peur, c'est plutôt un moment choisir d'être en résistance, choisir le courage, la voie du courage, et de projeter qu'est-ce que vous voulez pour le monde et pour vos enfants. Est-ce que vous voulez un monde où vous avez peur des virus chaque année,
ou c'est une entreprise multinationale qui vous vaccine pour vous empêcher d'avoir peur? Est-ce que c'est un monde où vous voulez que vos fonds de pension, vos retraites, votre santé soit gérée par BlackRock aux États-Unis sur des marchés financiers? Est-ce que c'est ça que vous voulez en fait? Si c'est ça que vous voulez, bah défendez-le, continuez. Mais si vous voulez plutôt autre chose, revenir à du réel, revenir à aimer votre voisin, à vous aimer les uns les autres, à prendre soin les uns des autres et accepter qu'il y a la mort, accepter qu'il y a la maladie et par contre prendre soin de vous au départ, prendre soin de votre immunité, prendre soin de comment vous êtes. Vous avez vu que 99,96% des gens survivent à ce truc, quoi, et tout va bien en fait. Au niveau législatif, là, c'est très inquiétant ce qui se passe en fait. Alors, je sais pas pour faire peur, encore une fois, mais c'est pour commencer à être vigilant. Et donc, nous, on est en lien avec un groupe qui s'appelle Citoyens en alerte et qui passe son temps à regarder les débats parlementaires et sénatoriaux et qui nous dit qu'on est en plein dérapage dictatorial, quoi. Et on n'est pas les seuls à le dire, si vous voulez, hein, dans la presse étrangère, ça se dit aussi, hein. Vous avez plus le droit de manifester, vous avez plus le droit d'être en réunion, vous avez plus le droit de filmer des policiers qui vous tabassent. Enfin, ça va pas, hein. On est là, vraiment, ça va pas, je pense. Et il est temps de se réveiller, il est temps de regarder ça en face. Et c'est un peu l'enjeu de Réinfo Covid, si vous voulez, c'est on part du Covid et de la crise sanitaire, mais on veut déplier Réinfo Santé, c'est-à-dire parler de la santé. Qu'est-ce que c'est une santé globale, un peu holistique, qui utilise les outils de la médecine allopathique, des autres médecines, etc., et qui essaye de les mettre en lien plutôt que d'essayer toujours de les séparer, et qui travaille sur l'immunité, la prévention, le terrain, et qui fait que vous n'êtes pas malade ou que vous êtes malade de manière bénigne en fait quand il y a une maladie. Et une santé même un peu plus globale, même on va dire, on pourrait aller jusqu'à la spiritualité. Alors là, ça va faire peur à certains matérialistes ou scientistes, mais l'idée que la spiritualité, elle peut être laïque, hein, il n'y a pas besoin que ce soit une religion ni rien, c'est juste nous sommes des êtres de lien, nous sommes des êtres de vie et de mort, nous sommes et ça, pourquoi on n'en parle jamais? Nous sommes des êtres qui avons besoin de beauté, qui avons besoin de relations, qui avons en fait, moi je pense que c'est hyper important, hein, plutôt que d'être contre et d'essayer de détruire le système. On est plutôt dans une voie de la non-violence. C'est-à-dire, et la non-violence, ça veut pas dire vous faire tabasser tendre la joue gauche après s'en être pris une sur la joue droite. Non, non, c'est pas ça la non-violence. La non-violence, c'est l'idée que vous allez tenir le rapport de force. Et de ce rapport de force peut émerger éventuellement une relation. Et de cette relation peut émerger même peut-être de la coopération. Et voilà, on n'est pas d'accord avec Arnaud sur plein de points. Mais on peut arriver à discuter. Et moi, je vais pas par parité ou parce qu'il est anesthésiste réanimateur dire non, je suis d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec le fait de mettre des gens dans des hôtels parce que le fait de les mettre dans des hôtels, ensuite, c'est le mettre dans des camps. Et les mettre dans des camps, ensuite, c'est la tyrannie. Et donc voilà. Et c'est faire voler en éclats le secret médical. Donc, je pense que ça correspond à deux phénomènes pour moi. Un problème d'individualisme, d'une part. Mais cet individualisme qui est créé par le système en fait, hein. Il faut que tu sois tout seul tout le temps pour que justement tu puisses jamais te mettre avec d'autres et jamais avoir aucune puissance. Donc c'est un individualisme en gros de super user du réel, c'est-à-dire tu peux juste utiliser ce qu'on te donne, mais te faire désapproprier de tout au passage. Et c'est un individualisme qui va avec une absence d'individuation, c'est-à-dire l'impossibilité à devenir soi-même. Donc il faut que tu te mettes une étiquette. Je suis Charlie, je suis machin, je suis truc, etc. En fait, non, t'es pas une étiquette, t'es pas un drapeau dont il faut te draper, t'es toi. Et il faut commencer à devenir soi-même. Et ça, c'est un des problèmes de notre époque. Et à mon avis, c'est pour ça qu'il nous arrive ce qui nous arrive. C'est pour convoquer les héros et les héroïnes. Hein, je veux dire, c'est les deux. Hein, c'est pas que les garçons et les filles. Donc ça y est, c'est le moment d'être un héros. C'est vous qui vous décidez de votre destin. Il y aura pas de messie en fait. Il y a personne qui va venir vous sauver à votre place, quoi. Ni Fouché, ni Chiche, ni qui que ce soit en fait. Ni Macron. Il y a que vous qui pouvez décider de votre destin en fait. Et pour reprendre de la puissance dans le réel, vous avez besoin des autres. Ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas fini, mais dans un déferlement totalitaire, de toute manière, le système va se mettre à bas tout seul, parce qu'il est dans une espèce de déferlement, c'est-à-dire la vague, elle continue d'elle-même, quoi. Et il s'agit de tenir en fait. Il s'agit de tenir bon sur quelques éléments de gros bon sens. Je veux la liberté. Je veux que mes enfants soient libres. Je veux décider de mon destin. Je veux pouvoir aimer qui je veux. Je veux pas que mon gouvernement me dise à qui j'ai le droit de faire un bisou et pas de faire un bisou chez moi. Vous avez remarqué que votre gouvernement rentre chez vous, quoi. Que Castex vous explique ce que vous devez faire chez vous. Et tu rentres pas chez moi. Casse-toi d'ici, quoi. Et ça, c'est la première chose que vous devriez dire. Vous ne laissez rentrer personne chez vous et personne en vous. Et actuellement, vos téléphones vous écoutent, quoi, etc. Ah, ça va pas, en fait, quoi. Il faut sortir de ça. Donc, il faut tenir, quoi. Il faut tenir. Et pour tenir bon, il faut être plusieurs. Il
faut être ensemble en fait, faut se grouper comme un pack en rugby quoi. Les mecs ils sont là, comme ça, ils baissent la tête et ils attendent que ça passe. Bah là, faut former un pack. Et lisez La Horde du Contrevent de Damasio. C'est un livre qui raconte ça, des gens qui marchent contre le vent, puis ils reçoivent des pierres et des énormes, et toute leur vie ils marchent contre le vent. Et ils sont tous très différents les uns des autres, ils sont très individués et ils font pack en fait. Ils se serrent les coudes les uns contre les autres jusqu'à ce que ce truc-là s'arrête. Donc tout est faux. Vous êtes dans la fabrique du consentement de Noam Chomsky. Il faut relire Noam Chomsky sur Manufacturing Consent, qui explique l'utilisation des médias de masse pour vous laver le cerveau. Et donc, on est en train de vous laver le cerveau pour arriver à un certain objectif politique et économique. Bon, le pouvoir et l'argent, c'est pas nouveau, quoi. Ça a toujours drainé les pervers, quoi. Et donc, ça date pas du Covid, hein. Ça date pas d'hier. Et c'est comme si vous découvriez que les multinationales cherchent à se payer votre liberté. C'est pareil, c'est pas nouveau, en fait. Les multinationales, c'est des multinationales parce qu'elles sont en prédation maximale sur le réel et sur votre vie. Hein. Sinon, ce serait pas des multinationales. Sinon, ce serait le boucher du coin, quoi. Lui, il cherche pas plus que ça, en fait. Il est heureux comme ça dans la relation et tout ça. Donc, vous avez des malades qui ont créé un système complètement mécanique d'optimisation du profit et qui sont en train de faire un rouleau compresseur qui détruit les nations, qui détruit les individus, qui détruit les démocraties, qui détruit la liberté. Bon, bah, c'est pas viable, ça tiendra pas. C'est en ça où on peut se rassurer. C'est que de toute manière, c'est pas viable, quoi. À la fin de l'histoire, c'est jamais le méchant qui gagne, hein, donc vous pouvez vous rassurer, ce sera les gentils qui gagneront, quoi. Mais ça se fera pas sans nous, quoi. Parce que en fait, les méchants, ils jouent sur le confort et la paresse. Donc c'est parce que vous êtes dans le confort et la paresse, et moi aussi, hein, qu'on se laisse faire. Faut pas se laisser faire, c'est tout. Et vous allez voir qu'en fait, il y a une voie de la non-violence, parce que je vous ai dit, face à ce déferlement de brutalité, il y a aussi un déferlement de violence qui peut arriver. Ça, c'est la violence mimétique chez René Girard. C'est un penseur qui était à Stanford, qui est français. Et René Girard, tu peux mettre La violence et le sacré. La violence et le sacré, c'est un très bon livre qui parle de ça, de la violence mimétique, et qui dit que bah, dès qu'on se met dans une situation de violence, il va y avoir de la violence et ça va monter jusqu'à la guerre, quoi. Moi, je pense que c'est pas une bonne voie. La voie que je porte, c'est pas ça. La voie que je porte, c'est la voie de la non-violence. C'est une troisième voie qui est celle de la non-violence, justement. Et la non-violence qui tient, qui dit non, en fait, qui pose un non, N-O-N, définitif à ce qu'on est en train de nous faire faire, et qui par contre propose une autre voie. Voilà, je propose que les personnes âgées elles aient des FFP2, je propose qu'on joue sur l'immunité, je propose qu'on réinvestisse la démocratie de manière massive, je propose qu'on prenne soin les uns des autres, qu'on éteigne la télé, qu'on donne plus de pouvoir en fait à ceux qui ont du pouvoir. Quoi ? Donc ça, c'est la proposition, quoi. Alors, on est parti super loin, Arnaud. T'es de retour, mais on est parti sur la liberté.